Salut les amis, c'est Aynot Ciné. Alors c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait presque 10 jours, enfin un peu plus même, mais oui, j'ai été un peu malade. Beaucoup de trucs à faire aussi pour un futur boulot que je dois faire, donc voilà, je suis désolé, j'ai pas été assez présent, c'est vrai, mais j'ai eu un gros coup de fatigue aussi, enfin bon bref, ça va mieux. Je suis là pour enfin faire la deuxième partie d'une saga, une histoire donc sur Star Wars. Hein. Donc là, on va parler de la trilogie originelle. Donc la trilogie originelle, ce qui comprend évidemment maintenant le Star Wars épisode 4, Star Wars épisode 5 et Star Wars épisode 6. Et du coup, on va se faire un peu plaisir avec quelques petits extraits. Déjà, vous avez vu l'intro, donc vous vous doutiez bien de quoi ça allait parler. Et on va se faire un petit plaisir. Je vais faire un petit récap et à chaque fois vous aurez un petit extrait entre chaque film de la trilogie, évidemment. Donc on va commencer, bien évidemment, par le quatrième. C'est parti. Oh, cessez de brandir votre baguette de sorcier dérisoire, Seigneur Vador. Et cessez de vous accrocher à l'ancienne religion. Ça ne vous a pas aidé à récupérer les plans qu'on nous a volés, ni donné assez de clairvoyance pour localiser la base des rebelles. Et d'ailleurs... Votre manque de foi me consterne. Alors les amis, pour cet épisode 4 de Star Wars, donc la guerre des étoiles, rebaptisé après la prélogie, rebaptisé Un Nouvel Espoir, A New Hope hein, en anglais, le tournage de ce film, après que George Lucas ait fait American Graffiti, a décidé de se mettre dans un film qu'il prévoyait déjà depuis longtemps. Donc le tournage a commencé en mars 76 en Tunisie, mais il faut savoir que c'était très compliqué pour George Lucas, pour les scènes sur la planète Tatooine et tout ça. Les conditions ont été très difficiles. Je vous dirai autre chose après, vous pourrez le lire d'ailleurs. À cause de la chaleur, il y a eu des intempéries, les costumes de droïdes qui n'étaient pas forcément adaptés et qui étaient inconfortables et aussi défectueux, qu'il fallait rechanger à chaque fois. Le tournage se poursuit ensuite dans les studios Elstree, hein, près de Londres. Et George Lucas rencontre aussi d'ailleurs plusieurs difficultés aussi, avec les règles strictes des syndicats, parce qu'il y a les syndicats derrière britanniques, du budget limité du film, et les problèmes offerts aussi pour faire rentrer les acteurs dans son univers, ça c'était très compliqué, donc le studio c'est 20th Century Fox, qui s'inquiète des retards et qui met en péril un peu, et qui met beaucoup la pression sur la production, et automatiquement sur George Lucas. Lucas, à un moment donné, va même tomber malade, vous verrez plus tard, ça je l'ai appris bien plus tard, et décide alors de diviser, lui du coup, le tournage en trois parties de trois équipes, pour rattraper le temps perdu, si vous voulez. Donc, si vous voulez, Lucas, après, en post-production, il est un peu déçu de ce qu'il voit, par le premier montage du film, et il remplace le monteur par une nouvelle équipe, et afin de rendre le film plus dynamique, plus clair, et tout ça, quoi. Donc les effets spéciaux sont réalisés par ILM hein, déjà, donc Industrial Light and Magic, mais ça prend du retard et ça dépasse finalement le budget déjà limité, ce qui provoque évidemment des tensions entre les producteurs, George Lucas et tout le reste de l'équipe. Donc l'équipe développe aussi des nouvelles techniques, comme le système Distraflex, alors je l'ai noté ça, ouais, pour améliorer les effets visuels. Donc il faut savoir que les effets sonores sont ensuite créés par Ben Burt, qui invente des sons originaux pour plusieurs personnages comme Chewbacca par exemple, pour son bruit, comme R2D2, bien sûr le souffle Dark Vador exactement et tout ça, dont la voix finale est finalement interprétée par James Earl Jones, la voix de Dark Vador, hein. Sauf le souffle. Malgré de nombreux problèmes de production, le film est quand même sorti en 1977. Donc il faut savoir que ce film est un plus grand tournant de l'histoire du cinéma de science-fiction, qu'on connaît tous maintenant, évidemment. George Lucas a réussi, malgré les difficultés, à créer un univers bien à lui, mêlant science-fiction, mythologie et aventure complète. C'est-à-dire que là, il y a même une narration qui est quand même assez expliquée. Tous les personnages sont fouillés, sont expliqués, ils sont vraiment, ils sont tous structurés, c'est vraiment excellent. Mais voilà, il y a une très belle narration dans tout ça, quoi. Et les personnages iconiques qu'on connaît tous, surtout les trois principaux, donc vraiment les trois principaux, donc Luke Skywalker interprété par Mark Hamill, Harrison Ford qui interprète Han Solo, et Carrie Fisher, la princesse Leia, et Carrie Fisher, paix à son âme, et les effets spéciaux évidemment, pour l'époque révolutionnaire, et ça en a fait tout de suite un chef-d'œuvre du cinéma, et le chef-d'œuvre qu'on connaît tous évidemment. Donc la principale force évidemment de ce film reste bien sûr sur le rythme parfaitement maîtrisé de toutes les scènes
qui vont s'enchaîner et qui vont nous donner des scènes cultes au fur et à mesure. Et c'est ça qui a plu aux fans aussi. Déjà l'univers, bon, on n'avait pas beaucoup de films de science-fiction de cet acabit-là à ce moment-là. Alors, pour résumer, Star Wars 4, ça se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine, hein. Je pense que j'ai pas besoin de le préciser, ça. Dirigé, bien sûr, l'Empire Galactique, dominé par l'Empire Galactique, dirigé par l'Empereur Palpatine, vu que là, maintenant, on sait que c'est la suite du 3. La princesse Leia Organa, lui, c'est elle, lui, pourquoi je dis lui? Ça y est, ça commence. La princesse Leia Organa, elle, s'est fait capturer par l'Empire, donc elle est sur l'étoile de la mort, hein, capturée par Dark Vador et tout ça. Et elle a caché, avant d'être capturée, elle a caché les plans de l'étoile de la mort dans le droïde R2D2, accompagné de l'autre droïde C3PO. Les deux droïdes atterrissent sur la planète Tatooine, des planètes désertiques, où ils rencontrent le jeune fermier Luke Skywalker, comme par hasard. Luke découvre le message de Leia, mais qui est incomplet, et il rencontre ensuite le vieux chevalier Obi-Wan Kenobi, qui a forcément vieilli, joué par l'immense Alec Guinness. Et après la destruction de sa ferme, Obi-Wan va le prendre en charge, on va dire. Ils vont essayer de combattre les armées impériales pour délivrer la princesse Leia. Ils vont rencontrer le contrebandier Han Solo avant l'occasion pour le mettre dans cette mission-là avec le fameux vaisseau, le Faucon Millennium, avec son copilote Chewbacca. Donc Han Solo, son copilote Chewbacca, le fameux Wookiee du Faucon Millennium, hein, et qui est aussi son ami. Après avoir sauvé Leia de la planète de l'auteur de la mort, Obi-Wan va réussir à se sacrifier avec un duel contre Dark Vador, donc bien après l'épisode 3, et bien après la série Obi-Wan, hein, forcément qu'on a vu, série que j'avais plutôt appréciée sur tout le reste. Les rebelles ensuite exploitent ensuite les plans de l'étoile de la mort, qu'ils arrivent à avoir tout le message, et ils vont attaquer l'étoile de la mort, et ils vont réussir à la détruire, sachant qu'il y en a une deuxième étoile noire qui va être construite juste après, qui est déjà en plan pour être construite. Donc Luke va réussir à détruire l'étoile de la mort, et il va offrir une victoire, une première victoire décisive à l'Alliance Rebelle. Mais c'est pas fini, évidemment, vous doutez bien de ce qui va se passer ensuite, dans l'épisode 5 et l'épisode 6. Voilà, déjà un bon petit résumé pour l'épisode 4. Je vais faire l'épisode 5 dans la foulée. Allez, explication. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Alors, Star Wars 5, les amis, épisode 5, l'Empire contre-attaque. Alors, faut savoir que le tournage de Star Wars 5, eh ben, il a été déjà très difficile dès le départ aussi, hein, avec les tempêtes de neige qu'il y a eu. Faut savoir qu'ils se sont un peu gelés les roubignoles dès le début. Il y avait des tempêtes de neige, parce que le début du film se passe dans la neige, ils ont vraiment tourné en décor naturel. Et ils décident malgré tout de filmer Mark Hamill qui est en train de courir dans la neige pour les scènes où Luke essaie de fuir un monstre au début, comme vous pouvez le voir. Ça se poursuit ensuite encore au studio Elstree à Londres. Et la production rencontre encore une fois des difficultés, car un des plateaux a brûlé pendant le tournage du film Shining de Stanley Kubrick, qui était dans le studio. Ce qui réduit un espace un peu plus réduit pour construire les nombreux décors. Donc une scène qui est très célèbre, modifiée pendant le tournage, lorsque Harrison Ford improvise la réplique. Quand elle lui dit « je t'aime », évidemment, il lui répond « je sais ». Il improvise, et la déclaration d'amour de Leia, évidemment, ce qui correspond mieux au caractère de Han Solo, pour lui. Le tournage est aussi marqué par le décès du réalisateur de la seconde équipe, c'est-à-dire John Barry, qui est remplacé par Harley Coclis. Pendant plusieurs mois, Mark Hamill, lui, il va tourner seul avec la marionnette de Yoda. Donc évidemment, il va donner ses répliques tout seul, et on lui dira, Yoda essaiera de manipuler sous le plateau de Frank Oz, ce qui demande un travail physique très difficile. Plusieurs scènes sont compliquées à tourner, notamment celle du marais de Dagobah, hein, où il s'entraîne avec Yoda, justement, où le plateau est rempli d'eau et de fumée, donc à un moment donné, ils y voient que dalle, ça provoque des incendies, et même un malaise pour le réalisateur. Donc il faut savoir que le réalisateur, c'est pas George Lucas, parce que lui, il en avait déjà chié, hein, pour le premier, donc lui, il reste toujours en amont. On va dire que c'est le réalisateur, George Lucas, si vous voulez, mais c'est pas celui qui filme, il supervise tout, parce que le vrai réalisateur, il a laissé les manettes à Irving Kershner, pour celui-là, qui est sorti en 1980. Les acteurs ne connaissent pas tous les secrets, évidemment, du scénario, notamment la révélation finale de Dark Vador, quand il dit
à Luke, évidemment ce que vous avez vu au début de ce chapitre-là, qu'il est son père. Après le tournage, George Lucas dépasse le budget prévu, comme pour le premier épisode qu'il a réalisé, et il doit négocier encore après avec la 20th Century Fox. Les effets spéciaux sont réalisés toujours par ILM, avec des maquettes de vaisseaux et des véhicules comme les marcheurs A.T. Walker, image par image. Donc la post-production se termine avec le montage réalisé et les effets sonores créés par Ben Burtt. Mais je vous garantis que le spectacle en valait la chandelle, parce que l'Empire contre-attaque est quand même considéré, pour certains, comme le meilleur de cette trilogie. Bon, certains, j'ai dit, hein. Attention, il y en a qui préfèrent le 4, il y en a qui préfèrent le 5, beaucoup, et il y en a aussi beaucoup, dont moi, qui préfèrent le 6. Je sais pas pourquoi, je préfère le Retour du Jedi. Oui, voilà. Alors, ouais, comme je disais, souvent considéré comme le... D'ailleurs, c'est prouvé, hein, c'est souvent considéré comme le meilleur épisode de la saga, ce 5e épisode. Ça approfondit considérablement les personnages et ça assombrit. Là, ça commence à devenir plus sombre dans l'univers. Ça ose une conclusion. C'est-à-dire, quand vous voyez cette trilogie, avant de connaître l'épisode 1, 2, 3, quand vous voyez cette trilogie et que vous entendez la fameuse phrase de Dark Vador à un moment donné à son fils, vous vous dites la conclusion dramatique et incomplète. C'est rare dans un blockbuster déjà pour l'époque. Donc la relation entre Luke et Dark Vador, ça s'approfondit et ça devient le cœur émotionnel de la saga. On se dit, putain, est-ce qu'il va redevenir gentil l'autre ou pas, tu vois. Et la mise en scène, c'est plus mature. Il y a encore de l'humour, mais un petit peu moins. Bon, malgré qu'il y a quand même Harrison Ford qui nous lance des vannes à longueur de temps dans le film. Il y a un retournement final, par contre, qui font un bon petit sommet du cinéma du genre. Hein. Je veux dire que cette phrase « Je suis ton père », on n'est pas prêt de l'oublier, quand même. Hein. Voilà, donc ça se passe 3 ans après la destruction de l'Étoile de la Mort dans l'histoire. Hein. L'Empire, évidemment, traque les rebelles, traque les Skywalker, leur base secrète, qui est sur la planète Hoth, couverte de neige, est découverte et attaquée par les forces impériales de Dark Vador, et les rebelles sont contraints de fuir, et leurs héros se séparent. Donc, Luke Skywalker, lui, il part sur la plaine marécageuse, d'où je vous ai dit les problèmes de marécage sur la planète Dagobah, pour suivre l'enseignement de Jedi du maître Yoda, qui lui apprend la discipline et les dangers du côté obscur de la Force. Donc, pendant ce temps, lui, Han Solo et Leia, et Chewbacca et les droïdes, ils tentent d'échapper à la flotte impériale et ils trouvent refuge chez l'ami de Han, qui s'appelle Lando Calrissian, dans la cité flottante de Bespin. Mais Lando les trahit sous la pression de Dark Vador. Han Solo est fini capturé et congelé dans de la carbonite, d'où la fameuse statue de carbonite, hein, vous voyez Han Solo, pour être livré au chasseur de primes Boba Fett, qui recherchait évidemment Han Solo, qui avait sa tête qui était mise à prix, vu que c'était un contrebandier. Luke arrive, du coup, quand même, pour sauver ses amis au dernier moment, mais il tombe dans un piège, il affronte Dark Vador, et c'est là qu'il apprend, c'est là qu'il perd sa main, déjà, contre Dark Vador, et c'est là qu'il apprend qu'il est le fils de Dark Vador. Donc, brisé, lui, Luke, il arrive à s'échapper, et il se retrouve dans le vaisseau avec Leia, Lando Calrissian qui s'est racheté, Chewbacca et tout ça, tandis que Han, bien sûr, lui, reste prisonnier. Et c'est là que ça se termine. Donc, voilà les amis. Alors, tant que je vous tiens, si vous voulez vous procurer ces bouquins-là, donc ça m'a été très conseillé par mon confrère Dirty Tommy qui avait lu ces livres, Les Guerres de Lucas. Alors ça, c'est le premier tome, Les Guerres de Lucas, donc ça parle de toutes les difficultés, justement, que George Lucas a pu avoir sur le tournage du premier Star Wars, donc il a réalisé La Guerre des Étoiles, donc Un Nouvel Espoir. Vous voyez, donc c'est expliqué en BD, en roman graphique et tout ça, mais c'est vraiment, vous voyez même du Spielberg jeune et tout ça, mais ça explique vraiment toutes les difficultés qu'il a eues. Donc il faut vous le procurer absolument. Vous voyez George Lucas, comment il est dessiné, c'est assez bien précis. Il y a Alec Guinness, il y a tout ça, Harrison Ford, tout ça. Tout ce qu'il a entrepris pour arriver au final. Et en fait, ça va de la conception du film jusqu'à la sortie du film. Dans ce bouquin, vous voyez, il est quand même épais, assez grand. Donc voilà, je vous le conseille, Les Guerres de Lucas, tome 1, et il y a eu un tome 2 que je vais acheter bientôt aussi. Alors là, ça parle du tournage, pareil, aussi épais, de l'Empire contre-attaque. Et pour ceux qui veulent savoir s'il y aura un tome 3, eh bien, il y aura un tome 3 sur le Retour des Jedi aussi, mais qui sortira qu'en octobre 2027. Ce sera le tome 3 des Guerres de Lucas. Voilà, pour l'instant, 2 tomes sont sortis. Je peux vous les conseiller. Pour ceux qui sont amoureux également de la trilogie originale, donc même de la prélogie. Alors, ce coffret, Blu-ray, qui est très intéressant. Voilà, je l'avais déjà présenté quand j'avais présenté ma collection. Vous voyez, dedans, il y a les 6, donc il y a la prélogie, dans l'ordre, il y a la prélogie et la trilogie originale. Voilà, en Blu-ray.
Toujours très sympa, avec blindé de bonus, hein, il y a au moins 3 disques de bonus, c'est interminable. Il y a je sais plus combien d'heures de bonus là-dedans. Alors celui-là, c'est intéressant pour ceux qui veulent juste les 6 premiers. Après, bon, je me suis quand même acheté le 7, 8, 9, mais bon, c'était pour me faire ma petite critique et puis pour avoir toute la collection, même si je les préfère beaucoup moins, c'est sûr. Voilà, et pour ceux qui aiment aussi encore le 1, 2, 3 et 4, 5, 6, voici la bande dessinée, donc le comics, hein. Donc là, dans celui-ci, vous voyez, puis comme ça, vous avez les épisodes 1, 2 et 3. Donc c'est dessiné de façon assez... Ça, c'est tous les films, mais en bande dessinée, si vous voulez, en comics. Voilà, et évidemment, j'ai aussi, dans celui-ci, le 4, 5 et 6. Voilà, aussi épais, donc si vous voulez vous les procurer facilement aussi, ceux-là, hein, même sur Amazon, vous les trouvez. Il faut bien préciser que dans un livre, il y a les 3, à chaque fois. Bon, voilà. Eh ben, on est parti pour l'épisode 6, les amis, là. L'empereur t'attend depuis longtemps. Je sais, père. Alors, tu as accepté la vérité. Ce que j'ai accepté, c'est qu'autrefois vous avez été Anakin Skywalker, mon père. Ce nom ne signifie plus rien pour moi. C'est pourtant votre vrai nom, vous l'avez seulement oublié. Bon alors les amis, l'épisode 6, le tournage de l'épisode 6, commencé en 1982, réalisé par Richard Marquand, donc encore une fois George Lucas supervise vraiment de très près, là au studio Penwood, ce coup-ci aussi au Royaume-Uni. Donc George Lucas, comme je vous dis, supervise, on va dire que c'est le co-réalisateur, étroitement la production, même si la réalisation est confiée, comme je vous dis, à Richard Marquand. Donc, afin d'éviter les dépassements de budget. Parce que George Lucas, évidemment, lui, il a toujours dépassé un petit peu, mais bon, il avait le mérite que ça marche au moins. Alors, au début du tournage, il faut savoir que l'acteur Alan Webb, j'ai noté son nom, prévu pour jouer l'empereur Palpatine, tombe malade et il est remplacé par Ian McDiarmid, qu'on connaît tous maintenant, hein, qui a fait l'empereur Palpatine dans les 1, 2, 3 après. Hein, et qui doit porter un maquillage complexe nécessitant plusieurs heures. Donc pendant ce temps-là, l'interprète de R2-D2, qui est joué par Kenny Baker, tombe aussi malade, et c'est le jeune Warwick Davis, aussi, qui le remplace. Warwick Davis, on le connaît, qui a joué dans Harry Potter, qui a joué dans Willow, voilà, et pour jouer l'Ewok Wicket. Donc le tournage se poursuit ensuite aux Imperial Valley, Arizona, sous le titre Blue Harvest, faux titre de film, afin de garder le projet le plus secret possible. De grands décors sont construits, dont la fameuse barge volante de Jabba le Hutt, l'espèce de gros ver de terre, une grosse larve visqueuse, comme dirait Han Solo, sur la fosse de Sarlacc. Malgré les précautions, il y a un intrus qui arrive à prendre des photos du tournage en plein désert, là, c'est quand même le faire, et révèle l'existence du film à la presse. Il faut le savoir. Donc la production se déplace, ensuite dans une forêt de séquoias, dans une forêt, pour tourner les plans, les scènes de la planète Andorre, hein, notamment la poursuite avec les speederbikes, avec les Stormtroopers, et avec les Ewoks aussi également. Et ça donne une impression de vraiment de grande vitesse, parce qu'ils utilisent une caméra Steadicam quand ils font les courses de streambike, là, de speederbike. Voilà. Le tournage se termine le 20 mai 82, donc il aura quand même duré presque 5 mois, sans retard, ni dépassement de budget. Pour le coup, il s'est plutôt bien passé. En post-production, les effets spéciaux sont toujours réalisés par ILM, Industrial Light and Magic, ça ne change pas. Hein, avec de nombreuses maquettes de vaisseaux, comme d'habitude, et la bataille finale au-dessus d'Andorre, évidemment. Les techniciens utilisent des modèles réduits, filmés pour ce qui est de la maquette de l'Étoile Noire, et pour ce qui est de la destruction, l'espèce de fausse destruction d'une planète, et les combats spatiaux, des décors peints sur verre sont aussi utilisés pour certains paysages. À la fin du montage, George Lucas ajoute une scène supplémentaire où Luke Skywalker brûle le corps de son père, ça vous l'avez deviné, ça a été rajouté au montage après. Et ça a été tourné près du Skywalker Ranch. Évidemment, c'est là où le vrai studio de George Lucas. Hein. Voilà. Alors, Star Wars épisode 6, c'est une conclusion assez, vraiment très spectaculaire. Pour moi, c'est mon préféré, en tout cas, de la trilogie originale. Donc, le film, c'est vachement sur l'émotion, sur la rédemption aussi. On parle bien de Dark Vador. La rédemption de Dark Vador, surtout le conflit intérieur que, justement, Dark Vador a à l'intérieur de lui, l'amour-haine qu'il a envers son fils, la relation père-fils, qui donne une dimension presque tragique, on se demande ce qui va se passer, limite on s'en doute, et c'est mythologique à mort, c'est devenu vraiment mythique comme fin, et si certains éléments comme les Ewoks qui peuvent paraître un peu ridicules, à un moment donné, bon, tout le reste, on va dire, ça sauve un peu le film.
dont la bataille finale, le duel avec le duel même, je veux dire verbal avec l'empereur, avec Dark Vador aussi, on a quand même droit à un petit duel au sabre avec Dark Vador et Luke, avant que Dark Vador retourne complètement sa veste et redevient à peu près ce qu'il était avant. J'ai trouvé des émotions extrêmement puissantes là-dedans, franchement. C'était puissant l'émotion quand il regarde son fils, enfin j'ai adoré. Ça clôt la trilogie parfaitement, puis à la fin ça se termine bien, bon enfin bien. Évidemment Dark Vador, on devine ce qui arrive à la fin, mais bon, le reste, après ils se retrouvent tous, et c'est la fête, et puis tout le monde s'embrasse, et voilà. Donc ça se passe 1 an après les événements de l'épisode 5. Donc là, Luke Skywalker il est vraiment devenu un Jedi, un pur Jedi, sûr de lui, donc ils vont donc du coup essayer avec Leia, Lando et Chewbacca essayer d'aller délivrer Han Solo qui est toujours entre les mains de Jabba le Hutt, hein, sur cette espèce de vaisseau volant là au-dessus du désert. Et il va essayer de donner Leia en appât pour essayer de piéger Jabba. Ils vont finalement réussir à délivrer évidemment Han Solo. Et après ils vont apprendre que l'Empire construit une seconde étoile de la mort près de la lune d'Andorre. Donc l'Alliance rebelle prépare une attaque massive, évidemment, contre la station, vous imaginez bien, sauf que le plan consiste à détruire le générateur de bouclier qui est sur la planète d'Andorre avant que la flotte rebelle n'attaque la station. Donc voilà, Luke décide de se rendre volontairement à Dark Vador, histoire que ses amis, après, eux, puissent agir en bas. Évidemment, elle va s'en suivre l'espèce de conversation avec l'empereur qui va durer... Palpatine qui va durer des plombes, mais qui est pas des plombes, mais qui va être très intéressante. Déjà, il va voir son père, il va voir Dark Vador, après il va parler avec l'empereur, ils vont essayer de le retourner du côté obscur, mais ils n'y arriveront pas, il est tellement résistant, Luke, là-dedans, et puis il arrivera ce qui arrivera jusqu'à la fin, vous avez vu le film, je suppose, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? L'étoile de la mort a fini par être détruite à la fin, évidemment. Évidemment, Dark Vador, bah, vous savez ce qui va se passer, tout le monde connaît, je pense que j'ai pas besoin de dire ça pour les fans. Alors, comme je suis... Voilà, j'en ai fini avec ça, mais comme je suis pas un enfoiré, je vous ai tout donné, les Blu-ray, les trucs à acheter, les Gardes de Lucas tome 1 et 2, les BD, les Blu-ray, mais je vais quand même faire un Star Wars épisode 3 pour cette saga histoire numéro 2, parce que il s'agit toujours du numéro 2, puisque j'ai pas fini que Star Wars, je vais quand même parler des épisodes 7, 8, 9 et de quelques autres trucs vite fait, quand je ferai la partie 3 cette semaine. Non, je vous promets, je la fais cette semaine, peut-être même demain, même si je suis chaud après-demain, voilà. Voilà les amis, Star Wars, donc là on a parlé de la trilogie originelle, la meilleure je pense, même si j'adore aussi la prélogie. On parlera de la postlogie évidemment pour ceux qui aiment, je suis obligé d'en parler, quelques bonnes scènes, tout n'est pas à détruire non plus. En tout cas, on se retrouve bientôt, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait les amis, le petit pouce bleu pour secourir la chaîne, pour la pousser au maximum en haut, et je vous retrouve demain, sûrement pour une prochaine vidéo. Salut!